Et oui, allez, on part à Paris ce matin au centre Pompidou, le musée qui possède la plus grande collection d'art moderne et contemporain en Europe. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 30 juin, une exposition retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France entre 1950 et 2000. Ça s'appelle Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale. Une plongée dans les œuvres de 150 artistes dont certains ont été longtemps invisibilisés par les institutions culturelles françaises et qui accompagnent donc 50 ans de décolonisation politique, intellectuelle et artistique. Une décolonisation qui passe aussi, et c'est ce que rappelle l'exposition, par la culture et par les arts. Les artistes viennent d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Nord et de Guyane. Notre invité de ce matin en fait partie. José Legrand, bonjour. Bonjour monsieur Victor Zemit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette exposition. Vous revenez tout juste de Paris d'ailleurs pour l'inauguration qui a eu lieu la semaine dernière. Votre avis à chaud déjà, José Legrand, en voyant le résultat de ce qui a été montré au public. Vous en avez pensé quoi ? Déjà, écoutez, le vernissage qui a eu lieu, il y a eu d'ailleurs deux ou trois vernissages. Le vernissage qui a eu lieu le 18 était quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai ? Jamais, même la presse l'a souligné, jamais j'ai vu autant de monde. Enfin, c'est le premier vernissage auquel j'assiste à Beaubourg. Mais malgré tout, j'ai quand même pas mal circulé et vu des expositions dans des musées et voir et des vernissages. Jamais j'ai vu quelque chose d'aussi phénoménal pour cette exposition. Alors, est-ce que le fait que l'ensemble des salles de Beaubourg sont fermées, puisqu'après cette exposition qui se terminera en juin, Beaubourg va fermer pour 50 travaux. Oui, une grande période de réhabilitation et donc le public ne pourra pas y accéder pendant quelques années. Voilà, donc et ce fait-là, c'était la seule salle ouverte au 6e étage et un monde incroyable. Et qui, Sur plus de 1000 mètres carrés, oui, voilà. 400 œuvres et 150 artistes. J'en avais, pour me concernant, deux pièces de près de 2 mètres qui donc étaient exposées et dont un fameux travail qui date de 75, qui semble avoir été pas mal photographié. D'ailleurs, et au-delà de la réception, du nombre de personnes, le public, le nombre d'artistes aussi, je le disais en introduction, 150 artistes qui sont exposés pendant plusieurs mois. Au-delà de tout ça, José Legrand, sur le fond, cette exposition à proprement parler, vous en avez pensé quoi, premièrement, et deuxièmement, vous, dans ce grand mouvement-là, comment est-ce que vous vous situez finalement ? Alors, je suis rentré au Beaux-Arts en 72, donc j'ai un temps long d'expérience et de visite d'expo. Oui. Je dirais qu'à part celle de Saint-Domingue, où j'ai participé 2 fois à Saint-Domingue, qui présentait donc des artistes de la Caraïbe, de la région, c'est la première fois que je vois dans une grande capitale européenne, des travaux d'artistes venant des régions ex-colonies, encore colonies comme les nôtres, et avec une certaine fulgurance. Il y a quelques accidents industriels, c'est-à-dire des choses qui n'auraient pas dû y être, selon moi, mais quelques pièces quand même, oui. Et donc, malgré tout, une réelle qualité quand même dans une grande majorité des pièces présentées. Alors, beaucoup des œuvres présentées, ce que je dis pièces, datent quand même, puisque cette exposition se veut dans sa première phase, je crois qu'il y aura une deuxième phase, il y a une périodicité établie de 50 des artistes qui ont travaillé en Europe, donc entre 50 et 2000. Oui. Ce qui était mon cas, en tout cas, dans la période où j'ai passé quand même 6 années aux Beaux-Arts. Donc, on reviendra évidemment sur cette période-là en particulier, José Legrand, mais d'abord, j'ai le livre de l'exposition, vous me l'avez ramené ce matin, le livre donc de cette exposition, et vous faites partie donc de ces 150 artistes qui sont exposés. José Legrand, sans titre 1975, c'est le nom du coup de cette œuvre, cette pièce qui est exposée en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Et est-ce que vous savez pourquoi celle-ci en particulier a été choisie par le Centre Pompidou ? Alors, déjà sa périodicité. Oui. Et à partir de 74, lorsque j'ai rencontré ce qui allait devenir l'écrivain Raphaël Confiant, où nous sommes orientés, lui tant dans ses écrits que moi dans la peinture, oui. Nous avons fait des choses ensemble durant à peu près 2-3 ans à Aix. Mon travail a toujours été engagé à une dimension sociétale. Et ce travail où vous voyez donc une manifestation, une image récupérée dont Paris Match de 74, décembre 74, où Giscard, après son élection à la présidentielle, donc était venu en Guadeloupe pour remercier les Guadeloupéens d'avoir fait la différence entre lui et Mitterrand. Et donc cette image frappante
qui m'a intéressé, comme d'autres images. En fait, le travail à l'époque était donc de m'intéresser à l'immédiateté des images dans un affrontement avec des autorités dans le cadre donc d'une démarche sociétale, à défaut de dire politique. Je le dis quand même et je le rappelle pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas précisément votre parcours. José Legrand, vous êtes né donc en 1955 à Cayenne, vous avez étudié à Versailles, puis vous venez de nous le rappeler également à Aix-en-Provence, et puis retour en Guyane dans les années 80. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dans votre vie. Là, on parle aujourd'hui de cette exposition au centre Pompidou, mais pour vous, c'est loin d'être la première grande exposition. Votre travail, José Legrand, j'aimerais qu'on pose un petit peu les choses. Si vous deviez trouver un fil conducteur finalement dans tout ce que vous avez pu faire, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? En 2 mots, un fil conducteur, oui. Une critique de la situation coloniale. Et de quelle manière finalement ? Parce que l'existence nous propose oui. donc une critique sur des objets, sur les comportements, sur par le geste pictural ou l'activisme ou l'action critique. Et l'action critique, la démarche critique peut être aussi par rapport à une démarche plastique. Oui. Vous travaillez beaucoup sur la mémoire, l'identité, l'héritage colonial. Sur l'héritage colonial, sur les contradictions de l'héritage colonial surtout, qui nous ont quelque part façonné, en fait, de nous, ce que nous sommes, peut-être les bâtards ou les ratés que nous sommes. Et à quel moment est-ce que vous avez pris conscience du coup que l'art serait finalement un moyen d'explorer tous ces sujets-là, José Legrand ? Bien, par les lectures, par les déplacements, et à partir de 74. À partir de 74, je m'engage là-dedans, et ça ne s'arrête pas. Alors, avec des hauts et des bas, c'est un travail sur notre histoire, et tenter de la projeter et de ne pas en faire l'économie. Je me suis consacré à cela, j'ai un certain âge aujourd'hui, et je le poursuis malgré les difficultés qui sont quand même assez conséquentes et énormes. Il faut les affronter contre les nôtres et contre les autres. Et comment dire, est-ce que c'est par votre pratique artistique finalement que vous vous êtes politisé, ou bien dès le départ il y avait quand même une urgence intérieure qui vous faisait dire j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à montrer finalement, José Legrand ? C'est compliqué, je pense que c'est difficile à dire. Les premières manifestations, je les ai faites à 15 ans. Oui. J'ai pas été élevé dans une famille politisée. Je crois que c'est aussi les gens qu'on rencontre, les lectures, les circonstances, et puis on rentre comme ça dans un jeu qui peut avoir des tourbillons. On arrive finalement, je crois que le corps humain, l'homme, peut aussi s'accommoder des difficultés, les nuer, et tenter même d'aller au plus loin dedans. C'est-à-dire tenter de se mesurer, mais ça se fait de manière inconsciente, c'est-à-dire Moi d'ailleurs, et je me permets de vous couper, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est dans quelle mesure vous êtes conscient de ce que vous faites finalement quand vous êtes en train de peindre ? En principe, on est absolument conscient, puisqu'on travaille par rapport, me concernant, par rapport à l'histoire. Donc on sait à quoi on s'engage. Par contre, les retours de bâton, ça, on peut pas les mesurer avant ou maintenant, après. Alors les retours de bâton, vous parlez de quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous êtes dans une démarche critique, vous dérangez. Je veux dire, les faits sociétals sont provoqués par des organisations sociétales, politiques, administratives, etc. Donc par du vivant. Et tenter de mettre tout cela en contradiction, ça a un coût. Mais cela étant dit, ça ne dérange en rien la volonté, dans son atelier, de s'affronter à sa propre création, à sa propre démarche critique. Ça vous est arrivé à vous justement durant votre carrière de vous confronter à ces institutions-là qui peut-être ne vous regardaient pas d'un œil très, très amical ? C'est en permanence. Oui. C'est en permanence, ce qui fait que en tant qu'artiste, vous êtes obligé de prendre des positions, dire des choses, rentrer en contradiction ou en conflit, politique, judiciaire avec les institutions, etc. Là, du coup, ce que propose le Centre Pompidou, c'est, je le disais, un grand panorama donc d'artistes africains, américains, caribéens. Quand on regarde les nationalités, on se rend compte de la dimension internationale qui est quand même assez folle. Il y a des artistes qui viennent d'Éthiopie, d'Haïti, d'Afrique du Sud, de Martinique. Enfin, c'est très très large. Comment est-ce que vous vous situez-vous dans ce grand mouvement, José Legrand ? Tout à l'heure, vous nous avez expliqué finalement que l'aspect sociétal, il est particulièrement important dans ce que vous avez pu faire. Les liens entre vous et ces artistes-là, dans quelle mesure ils sont véritablement présents finalement ? Alors, des liens avec ces artistes, tant physiques que par le travail, compliqué. Oui.
est compliqué. À ma connaissance, il y a eu une ou deux expositions sur ce thème, d'ailleurs qui a quand même du mal à se faire entendre. Les thèmes d'engagement politique, qu'elles soient simplement inter-européennes, dans des lieux comme celui-là, sont quand même assez rares. Oui. La plupart des artistes travaillent sur des questions purement esthétiques, soit par l'abstrait, soit par la figuration, et pour diverses raisons. Il faut bien qu'ils arrivent à vendre ce qu'ils font, il faut bien que ce qu'ils font arrive à être accepté. Oui. Et voilà, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on fait, on dépend quelque part des autres. Arriver à se détacher des autres pour s'engager dans une démarche critique, c'est compliqué. Oui. Et donc, c'est plutôt rare, des choses de cet ordre-là. Et même la direction qu'a voulu prendre l'organisatrice de cette expo. Il y a vraiment, si on regarde bien, à part la provenance diverse des exposants venant de pays qu'on dit de pays du Sud, en tout cas anciennes colonies, ou encore colonisées, l'engagement est vraiment, il faut aller la chercher, si vous voulez. Et puis il y avait. Et c'est pour ça que je vous posais la question de comment est-ce que vous vous inscrivez-vous dans ce grand mouvement-là. Est-ce que finalement Paris Noir 1950-2000, ça a vraiment un sens, ou bien parfois quand vous regardez les œuvres d'autres artistes, vous vous dites, moi je ne partage rien finalement avec leur production. À titre personnel, je peux ne pas rien, mais l'ensemble, c'est Paris Noir. Oui. L'organisation s'en sort malgré tout. Paris Noir, artistes ayant travaillé en Europe, dans une période donnée. Et le titre de l'expo, c'est Parcours artistique et lutte anticoloniale. Donc je suis dans la deuxième partie. Et là, il y a peu de monde. Là, cette exposition, elle essaye donc de tisser des liens entre des artistes qui ont vécu plus ou moins longtemps, en tout cas qui ont travaillé à Paris à une certaine époque de leur vie. Le terme qui revient beaucoup, c'est de dire que Paris a été une plaque tournante, un laboratoire pour beaucoup d'artistes. Votre propre expérience de Paris, José Legrand, finalement, qu'est-ce que ça a été ? Alors bien que l'expo est intitulée Paris, alors ça fait écho, il faut savoir, il y a un cadre que les organisateurs ont cherché à garder. Il y a eu Paris dans les années 80, au tout début de Beaubourg. Il y a eu Paris-New York, il y a eu Paris-Moscou. Paris-Berlin. Il y a eu Paris-Paris, il y a eu Paris-Berlin, etc., etc. Donc ils ont voulu garder cela. Oui. Mais très peu ont travaillé à Paris. Oui, d'accord. Mais ont travaillé en France ou en une relation avec la France. D'accord. Voilà, donc il faut mettre les choses. Alors peut-être pas Paris, mais finalement vos allers-retours, vos va-et-vient à vous entre Cayenne et Paris, entre la Guyane et l'Hexagone, est-ce que ça a nourri une certaine réflexion ? Ah, tout à fait. Je ne rejette en rien les capacités de grandes capitales dominantes, quelles que soient les contradictions de l'histoire, d'être bénéfiques, même pour entrer en contradiction et avoir une lecture critique par rapport à ce que nous subissons de ces capitales, de ces pays dominants. Bénéfique à quel point finalement ? Dans la qualité du travail, dont la possibilité de rencontre aussi, non ? La possibilité de rencontre, en tout cas rencontre avec les œuvres. Oui. Rencontre avec les œuvres, capacité aussi de remettre en question nos pratiques et de découvrir malgré tout de nouvelles pratiques, de nouvelles dynamiques. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même, Raïchi Indus Audin Blanc, il y a quand même, moi je crois que c'est pas très beau de le dire, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Je connais un petit peu la France, je connais quelques villes, et je crois que Paris est un corps étranger au sein de la France, et extrêmement dynamique, extrêmement créatif, de par effectivement les investissements qui ont été faits. Là, Paris, comment dire ça, Paris très bien pour la reconnaissance, Beaubourg, c'est, on le disait, un des musées les plus importants de la planète, mais ici en Guyane directement, José Legrand, à quel point on manque d'un lieu, d'un endroit pour justement mettre en avant l'art local et aussi montrer aux Guyanaises, aux Guyanais tout ce qui est fait, tout ce qui est produit. Alors là, vous touchez un point quand même assez essentiel. Je ferai remarquer que j'ai quitté les Beaux-Arts en 78 et je suis rentré en Guyane. Je sais pas, tout ce que j'ai fait après, c'est en Guyane. Effectivement, on peut s'interroger sur ceux qui en chargent nos deniers. Alors quels sont les grands champs d'action politique, l'agriculture, la pêche, la culture, etc., l'économie, enfin, voilà. Nous sommes dans les 5. On ne nous oublie pas, le sport, etc. Mais rien n'est fait. C'est pas que les budgets manquent, rien n'est fait, il faut leur poser des questions. Je ne comprends pas que des gens qui sont tous les jours dans un avion, qui vont dans la capitale, je me demande quel est leur parcours au sein de cette capitale. Partout dans Paris, c'est la création, l'art est présent.
et surtout dans les hôtels, autour des hôtels, des quartiers où ils vont. Oui. Et comment, effectivement, depuis tant d'années, malgré tous ces déplacements, soit des politiques ou des fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, c'est un problème, et donc ce champ-là qu'ils ont à traiter est complètement absent, déconsidéré et quasiment banni. Mais le problème, c'est quoi du coup, selon vous? C'est un manque de vision, un manque d'intérêt pour l'art, pour la culture? Ça vient d'où finalement? Un manque de vision, un manque d'intérêt pour eux-mêmes. Oui. Parce que la culture, c'est s'occuper de soi-même quelque part. C'est tenter autant que possible de s'émanciper à titre totalement personnel et individuel. Si vous êtes en charge d'un secteur et que vous ne le sentez pas pour vous-même, Oui. je ne vois pas pourquoi vous allez le sentir pour les autres. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture, la pêche. Vous pouvez être élu et puis être responsable de la pêche et puis ne pas considérer cette activité particulièrement. Pour ça, je me demande comment vous faites. Mais par contre, la culture, c'est pour vos enfants, c'est pour votre famille, c'est pour l'histoire, c'est le placement, la considération que vous avez de votre existence et la manière dont vous allez vous situer par rapport à vous-même et au reste du monde. Et lorsqu'il y a une absence de volonté dans ce sens-là, je me demande à quoi vous servez. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont en charge, c'est eux le problème. Ceux qui sont en charge de ces questions ne pensent pas à eux-mêmes. Je pense que l'homme, c'est d'abord un cerveau et un corps. Et j'ai le sentiment que ceux qui sont en charge, et ceux-là que j'accuse, n'ont qu'une seule pensée que pour leur tube digestif. Et ça, c'est compliqué. Lorsque vous n'avez comme seule vision, perspective et vision du monde votre tube digestif, c'est que vous êtes... on n'a pas la chance d'avoir ces personnes-là au bon moment. Voilà. C'est quoi le regard que vous portez aujourd'hui, justement, José Legrand, sur, on va dire sur la scène artistique guyanaise contemporaine, celle d'aujourd'hui, voilà, depuis ces dernières années? Vous parlez particulièrement dans les arts? Dans les arts, dans les arts plastiques, la peinture, la sculpture. Bon, je crois que c'est assez complexe, c'est assez compliqué. Malgré, il y a quand même des budgets, on a du mal à voir où ces budgets passent. Il faut savoir que, grosso modo, selon mes calculs, le budget de la culture, en additionnant l'ensemble des collectivités, autant la principale et l'État et les communes, à peu près 35 millions. Et on s'étonne de savoir où passent ces fonds. On a le sentiment que le champ culturel est une sorte de dépotoir électoral, donc on embauche des gens, les place, etc. Il y a plusieurs rapports d'ailleurs qui sont sortis sur ces questions et qui condamnent les pratiques. Mais sur sur la vitalité, la richesse finalement des artistes qu'il peut y avoir aujourd'hui en Guyane, c'est quoi votre avis sur tout ça? Il y a des possibilités. Moi, je pense qu'il y a des possibilités énormes. Par rapport à l'échelle de la Guyane et au nombre que nous sommes. Seulement, on passe à côté. On passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est une grande tristesse. J'aimerais pour terminer vous entendre parler un petit peu du madras. C'est un motif qui est quand même très intéressant et important dans ce que vous avez fait, notamment depuis les années 90, je crois. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, sur les raisons pour lesquelles vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à dire avec ça? Alors, à partir du début des années 80, j'ai voulu tenter, donc lorsque je suis rentré, j'ai voulu tenter des expériences avec des référents partagés autour de nous, avec qu'est-ce qu'on peut faire comme... un artiste travaille toujours par rapport à ce qui existe. Est-ce qu'il a autour de lui? Ce qu'il a autour de lui, ce qui fait de lui ce qu'il est, son patrimoine, quel qu'il soit, quel que soit le niveau. Et donc, j'ai commencé à travailler autour des pratiques bukshiningué, qu'on néglige énormément, alors qu'au fil du temps, j'ai quand même pu comprendre qu'il y avait quelque chose d'énorme à faire. Mais bon, c'est encore un problème, c'est négligé. Et donc, avec l'histoire, l'esclavage, etc., donc j'ai tenté de ces pratiques, de ces signes, de faire quelque chose, c'est-à-dire un choc historique au travers du geste pictural. Et là, je suis entré dans la peinture, parce que j'ai pas fait que de la peinture. Et ça a été aussi avec les Amérindiens, les signes d'expression esthétique amérindienne qu'on trouve dans les objets usuels. Oui. D'ailleurs, le timbé vient d'objets usuels, c'est-à-dire la partie tableau du timbé est assez récent, je crois des années 50-60. Donc j'ai toujours été intéressé par trouver des formes esthétiques préexistantes. Et les créoles, il y avait rien, il y a rien que le madras. Et petit à petit, à tâtons, puisque ce travail n'a jamais été, à mon sens, vu ou opéré de la sorte, je finis par me rendre compte que le madras, déjà, n'est pas produit, n'est pas conceptualisé
par nous, les créoles, ou même les Bushinagés, hein, Ouais. puisque les Bushinagés ont ce qu'on appelle le pangui, qui est à peu près pareil, et même dans l'ensemble de la Caraïbe, ça fonctionne un peu de la même manière. En fait, petit à petit, au fil de mes recherches, je finis par comprendre que le madras était imposé administrativement, c'est un produit venant du fait colonial. Oui, le résultat patati d'une patata, réalité etc., coloniale. etc. Ouais, Voilà, ouais. une réalité coloniale. Et donc là-dessus, je suis rentré dans un champ critique autour de cette réalité et tenté de mettre aussi en évidence que des pratiques esthétiques, des formes tout à fait banales, peuvent effectivement participer à des crimes. Et le résultat d'une réalité coloniale, certes, mais qui a ensuite, et donc qui a été imposée, mais qui ensuite a été accepté en fait de façon plus ou moins consciente. Pas tout à fait consciente, Non. c'est le résultat de l'aliénation. Ouais. À partir du moment qu'il n'y a pas de champ critique vis-à-vis de quelque chose dont on ne savait pas d'où ça sort, vous êtes dans le processus d'aliénation. Et c'est là que l'art C'est là arrive que l'art finalement. tente effectivement de mettre cela, l'art ou l'écriture, Oui, bien sûr. l'art ou la littérature. Et donc voilà, c'est dans ce champ-là qu'effectivement je me suis mis à patauger. Et à ma grande surprise, j'en ai étonné plus d'un sur cette question-là. Sur quoi Voilà. est-ce que vous travaillez? On terminera là-dessus. José Legrand, en ce moment, vous travaillez sur un Ah ben, projet je en continue, particulier. oui, alors Oui. je suis en train de tourner en rond autour d'un projet qui a du mal à, pour le moment, à voir le jour par la mauvaise volonté de l'entourage sociétal. Encore donc, lui. oui. Et donc, mais on dépend de cela en fait. Hein. Donc, créer un espace pour une nouvelle dynamique autour d'un lieu arboré et un espace d'exposition qui permettrait des circuits, des parcours aromatisés et certainement projetant la question du partage de l'art dans une dynamique, me semble-t-il, nouvelle, si cela était effectivement entendu. En attendant l'ouverture de ce lieu d'exposition, Juste du coup, deux ici mots. en Guyane, allez-y bien sûr, Juste oui, deux mots rapidement. pour terminer. Oui. Il y a une chose qui m'a frappé lors de cette exposition, c'est Oui. qu'il y a 3 grandes expositions sur l'art nègre, Oui. où en tout cas les Noirs sont extrêmement présents. À la Fondation... À Paris, vous cherchez Oui, un lieu la à Paris? fond- La fondation Vuitton? La fondation, non l'autre. Elle ne me vient pas. Pinault, la Fondation Pinault, La d'accord. Fondation Oui. Pinault. Il y a une très belle exposition qui dominante des Noirs américains, très 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 belle. Et au Palais de Tokyo, aussi une très belle exposition sur des artistes que je connaissais pas, venant des pays anciennement colonisés ou encore colonisés. Et donc cette exposition Et ça, Paris c'est Noir, assez- circulation artistique et lutte anticoloniale, si vous êtes à Paris, si vous allez à Paris dans les prochaines semaines, ça dure jusqu'au mois de juin, allez y faire un tour, c'est au centre Pompidou. Merci beaucoup José Legrand d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.